Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc j'ai l'honneur d'introduire la conférence qui s'apprête à commencer, la conférence de Jean-Paul Demoule sur, comme vous le voyez, donc la préhistoire de la mort et de ses usages. Alors faut-il présenter Jean-Paul Demoule? Je vais le faire quand même en quelques mots, je vais essayer de le faire en quelques mots. Comme vous le savez, Jean-Paul Demoule est un archéologue. Il est professeur émérite de proto-histoire européenne à l'université de Panthéon-Sorbonne et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Il a publié, dirigé un certain nombre d'ouvrages. Et si je devais citer un ouvrage qui m'est particulièrement cher, parmi tous les ouvrages que Jean-Paul Demoule a écrits, je citerai Naissance de la figure, l'art du paléolithique à l'âge du fer, qui est paru en 2007. Après ces quelques mots, je vais évidemment donner la parole à Jean-Paul Demoule, puisque c'est pour l'écouter que nous sommes ici aujourd'hui. Donc l'intervention durera entre 40 et 45 minutes, et bien sûr, 10 minutes avant la fin prévue pour cette conférence, vous aurez la possibilité de poser des questions. 2 micros circuleront dans le public. Donc voilà, il y aura une dizaine de minutes prévues pour les questions. Et je remercie Jean-Paul Demoule et je lui donne la parole. Merci beaucoup. Et donc, merci de votre intérêt pour ce sujet joyeux. Jean-Noël Jeannet a rappelé ce matin qu'il souhaitait que ce festival ne soit pas funèbre. Et comme vous le savez, nous avons la chance d'être vivants, mais nous avons une seule certitude, c'est qu'un jour, nous ne serons plus vivants. Et donc, c'est le problème que s'est posé l'humanité, pas complètement à ses débuts, puisque les animaux, un certain nombre d'animaux sont sensibles devant la mort de leurs congénères, mais jusqu'à preuve du contraire, j'y reviendrai très brièvement, et ils n'ont pas de pratiques funéraires qui ne sont pas destinées, comme vous le savez, aux morts, qui ne sont plus là, mais effectivement aux vivants, pour essayer d'effacer ce caractère incompréhensible que présentait la mort. Alors, je suis ici en tant qu'archéologue et préhistorien, donc pour vous présenter ce que nous pouvons dire à l'heure actuelle des rapports à la mort des sociétés anciennes. Mais la première question que nous avons à nous poser, c'est effectivement de quoi disposons-nous comme matériaux, puisque toutes les sociétés dont je vais parler sont par définition des sociétés sans écriture. Donc nous n'avons pour les comprendre que leur culture matérielle. Et donc l'un des pires cauchemars pour un archéologue, c'est effectivement des rituels qui consistent à brûler le mort et à disperser les cendres. Et donc, comme vous savez, c'est une pratique courante dans l'hindouisme, on le disperse dans le fleuve sacré qui est le Gange, mais à l'heure actuelle, c'est aussi une pratique qui progressivement s'est répandue dans nos propres sociétés. La crémation d'une part, qui maintenant représente en France par exemple 40% des pratiques funéraires, mais c'est plus de 95% par exemple dans certains pays protestants, notamment scandinaves, et on disperse après les cendres. Donc je suis un peu inquiet pour mes futurs collègues archéologues quand ils auront à réfléchir sur notre propre société. Voilà, d'autres exemples. Par exemple à Bali, avec des cérémonies extrêmement impressionnantes où on va construire des tours en bois et auxquelles on va à la fin mettre le feu. Donc des choses d'une très grande complexité matérielle qu'on prépare 1 an à l'avance, qui vont durer plusieurs jours, et donc finalement il ne resterait que quelques cendres en bout du compte. D'autres exemples de ces manifestations qui effectivement vont laisser peu de traces archéologiques. Donc ceci pour le rituel de l'incinération. Il y a un autre rituel qui va laisser peu de traces, c'est ce qu'on appelle les tours du silence en Asie de l'Ouest,
ou des tours dans lesquelles on va exposer le cadavre, et ce cadavre va être décharné et consommé par des oiseaux de proie, donc là encore sans aucune trace archéologique, sinon ses propres tours. Et c'est de même que je reviendrai sur les plus anciennes crémations connues, qui remontent à plusieurs milliers d'années. Mais là, on a en haut, ce dessin représente une fresque sur le site néolithique de Çatalhöyük, il y a à peu près 9000 ans, où on voit des vautours et des hommes sans tête, donc qui semblent bien évoquer ce rituel. Alors, à l'inverse, beaucoup plus sympathique, sont tous les rituels qui touchent à la momification, donc bien sûr en Égypte, comme vous savez, donc des sociétés extrêmement complexes, et ce n'est pas réservé uniquement aux pharaons et à la classe dominante, mais c'est des rituels qu'on peut trouver dans des sociétés beaucoup plus simples. Ici, on est en Papouasie, dans la partie qui est colonisée actuellement par l'Indonésie, où ce chef, donc cette tribu des Dani, a été entièrement desséché il y a plus de 2 siècles pour être comme ça préservé. Et ça, il s'agit des momifications volontaires, et nous avons aussi des momifications grâce à la nature. Une des plus connues, c'est celui qu'on appelle Ötzi, parce qu'on a découvert dans la vallée de l'Ötz, dans les Alpes, à la frontière entre l'Italie et l'Autriche, en 1991, miraculeusement retrouvé par des promeneurs. Au début, on a cru que c'était les restes d'un assassinat. Et d'ailleurs, il faut s'inquiéter actuellement avec le réchauffement climatique qui a beaucoup d'autres conséquences désagréables, mais avec cette fonte des glaciers, il y a effectivement le fait que beaucoup de choses commencent à émerger et disparaissent au fur et à mesure si il n'y a pas de gens qui passent exactement à cet endroit-là. Et c'est un processus qui est en train de se faire dans l'ensemble des zones glaciaires ou gelées, comme dans le nord de l'Eurasie. Donc voilà encore une vue de Ötzi momifié naturellement et qui est exposé actuellement au musée de Bolzano dans le nord de l'Italie. Ça peut concerner effectivement également des époques beaucoup plus récentes. Et, ici, c'est une aristocrate bretonne morte au XVIIe siècle qui était enfermée dans un cercueil en plomb, si bien que ça l'a préservée. Je n'ose dire miraculeusement, elle avait avec elle aussi un reliquaire en forme de cœur où se trouvait le cœur de son mari. Et ce qu'on peut regretter dans ce cas-là, qui est un problème qui est plutôt montant actuellement, c'est que même si elle n'avait pas de descendants directs, elle avait de vagues cousins éloignés 350 ans plus tard, mais il y a eu une pression pour qu'elle soit réinhumée une fois que les études anthropologiques ont été faites, qu'elle soit réinhumée avec une messe, la présence de l'évêque, comme vous voyez ici. Donc c'est un problème qui est montant actuellement en France, cette question des restes humains. Je reste un scientifique étroitement positiviste. Pour moi, les restes humains, au-delà de 150 ans, par exemple, quand il n'y a plus de gens concernés directement par cette mort, des gens qui ont connu effectivement ou la morte, je considère qu'il s'agit d'objets scientifiques et non plus d'objets affectifs. Mais on sent bien que ce qui allait de soi il y a 30 ans va de moins en moins de soi actuellement. C'est d'ailleurs un courant qui, comme beaucoup d'autres choses, nous sont venus des États-Unis, où les Amérindiens, qui ont été massivement décimés, si on ne peut pas leur rendre leurs champs de pétrole et leurs réserves, eh bien, on fait pression dans un pays très religieux pour que, quand on trouve un squelette même vieux de 9500 ans comme ici, eh bien, il soit réinhumé.
Donc ce qui se fait et qui, là aussi, peut être un assez grand dommage scientifique, puisque là encore, c'est tout ce qui peut nous être dit sur des Amérindiens d'il y a 9500 ans et qui disparaît à nouveau parce qu'il y a réinhumation. Il n'est pas sûr que vous sentiez ici sur le sol de France complètement proche des gens qui vivaient dans ce même endroit il y a 9500 ans. Mais effectivement, les Amérindiens, on peut les comprendre, jouent sur cette corde un peu sensible pour faire pression au moins dans ce domaine. Et enfin, on n'oubliera pas qu'il y a aussi des morts sans sépulture, pas seulement en fonction des rituels, mais des gens qui sont aux marges de la société, donc qu'on ne va pas honorer. Bon, on connaît tous l'histoire d'Antigone, dont le frère, faisant l'objet d'une sorte de processus de damnation de la part de Créon à Thèbes, on laissait son cadavre pourrir. Même chose pour celui d'Hector dans l'Iliade, où donc le mort ne sera pas enterré, mais de manière volontaire. Donc là, vous avez un ouvrage paru l'an dernier, justement, qui, à travers les siècles, montre tous ces cas de mort en relégation, enfin, dont on a refusé d'honorer la mémoire. Un peu les processus, par exemple, dans les camps de concentration nazis, d'aller à la fois contre l'incinération qui était contraire aux règles du judaïsme et en même temps de refuser toute trace aux morts. Et il y a enfin un dernier problème, ce que nous appelons dans notre jargon la taphonomie, c'est-à-dire les conditions de conservation offertes par le sol. Donc on a vu le côté plutôt positif avec la glace, cette momification naturelle, mais il y a l'inverse, c'est-à-dire très concrètement des sols très acides, c'est le cas de tous les terrains, notamment primaires d'un point de vue géologique, comme l'Auvergne, les terrains volcaniques ou comme la Bretagne. Et donc, en Bretagne, la plupart du temps, les squelettes disparaissent complètement. Donc, nous n'avons que ce qui a été déposé avec le mort, mais nous n'avons pas les squelettes. Et c'est la même chose au Japon, effectivement, un terrain très volcanique par excellence, à tel point qu'un archéologue avisé, Shinichi Fujimura, a prétendu pendant longtemps faire des découvertes, y compris de rituels funéraires très complexes, reculant de 500 000 ans la préhistoire du Japon, jusqu'à ce qu'il soit photographié au petit matin par des journalistes en train d'enfouir justement de faux vestiges. Si bien que là, comme vous le voyez, il est obligé de faire amende honorable à la japonaise, qui perd son poste, que sa femme le quitte, qui finit en hôpital psychiatrique. Donc je ne saurais trop vous recommander de ne pas suivre son exemple. Et encore, il a de la chance de ne pas être obligé de se faire seppuku, comme ça aurait été le cas jadis. Alors, quelles sont nos méthodes d'étude de ces restes humains et également archéologiques au sens le plus général? Pour me concentrer uniquement sur les restes humains, on va effectivement avoir des méthodes traditionnelles pour estimer l'âge, le sexe, etc., en fonction de la forme des ossements, etc. Mais il y a des techniques qui tendent à être de plus en plus pointues, notamment la génétique. Depuis quelques années, on est capable de retrouver l'ADN dans des ossements très anciens, de plusieurs dizaines de milliers d'années. D'ailleurs, l'un de ceux qui l'a mis au point, le Svetora Svante Pääbo, a reçu l'an dernier, a été un des titulaires du prix Nobel de médecine pour avoir mis au point ces méthodes qui nous permettent maintenant de savoir, par exemple, qu'il y a eu des croisements entre les hommes et femmes de Néandertal et les sapiens que nous sommes, et que dans toute cette salle, nous savons que nous avons 3-4, chacun d'entre nous a 3 ou 4%
gène néandertalien, ce qui permet à chacun d'interroger sa part néandertalienne. Svante Pääbo n'avait pas eu, au début, avait encore un peu tâtonné, puisqu'il croyait avoir trouvé le gène de Néandertal, et en fait, c'était l'ADN de Néandertal, c'était le sien propre, dans une première tentative, mais ensuite, il a mis ça au service, et ça donne des choses... le graphique que vous avez en face de vous est un peu, évidemment, mystérieux, et je n'ai pas le temps de le commenter, mais ça permet de rapprocher, faire des classifications, c'est ce que vous avez dans ce tableau, chaque point est un ADN ancien, et ça permet de replacer les gens par rapport aux autres, et notamment sur un cimetière, ça va permettre de retrouver les rapports de parenté, qui est le fils, la femme, le frère, le cousin de qui, dans une analyse de tombe. Ça permet maintenant de retrouver aussi des maladies anciennes. On a pu identifier la peste il y a plus de 5000 ans, même si on ne sait pas encore si elle était vraiment létale. Donc, tout un ensemble de faits qui ne cessent d'enrichir nos connaissances. Une autre question, un autre apport important, c'est ce qu'on appelle le strontium. Le strontium est contenu dans l'eau. Quand vous absorbez, et quand vous êtes dans une région donnée, le pourcentage de strontium dans vos os va correspondre au pourcentage à l'endroit géographique où vous êtes. Et si vous vous déplacez, va permettre d'identifier éventuellement, encore avec un certain degré d'incertitude, l'endroit d'où vous venez, et voir si vous avez été enterré là où vous êtes né, là où vous avez grandi ou pas. Autre point important, c'est tout ce qui concerne les isotopes du carbone et de l'azote qui sont contenus dans nos ossements et qui vont permettre de parler de la nourriture, de savoir ce que consommaient les humains à telle époque, si c'était plus de nourriture carnée ou poissons ou végétaux, etc. Et ce qui ne cesse d'enrichir encore nos connaissances. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut identifier aussi les maladies. Alors, on va retracer maintenant un peu la progression, justement, là, vous avez en face de vous la famille humaine. Les anciens sont devant vous. Là. Premier à droite, c'est le fameux Toumaï trouvé au Tchad. Le premier rang complètement à gauche, c'est trouvé en Géorgie, c'est la première européenne. Et tout au fond, vous avez Homo sapiens et Néandertal. Alors, cette évolution de la famille humaine sur 6-7 millions d'années, il faut bien sûr plus du tout se la représenter comme la longue file du singe qui se redresse et qui finit par l'homme blanc et barbu fièrement redressé, mais ça a été ni même comme un arbre, comme vous l'avez en bas à gauche, mais ça a été un entrecroisement sans arrêt de différentes espèces, un buissonnement permanent. Notre séparation d'avec nos cousins les grands singes date à peu près 10 millions d'années, et les premières formes humaines actuellement connues remontent à 7 millions d'années, mais on a encore bien des découvertes à faire. Par exemple, il y a 100 000 ans, sachant que les premiers sapiens datent de 300 000 ans, il y a 100 000 ans, il y avait au moins 6 ou 7 espèces humaines qui vivaient dans le même temps et qui se croisaient continuellement. Alors, comme je vous le disais d'entrée, même si on peut voir que un certain nombre d'animaux sont sensibles au décès de leurs congénères, notamment les mères par rapport à leurs petits, c'est attesté en principe, notamment chez les grands singes, mais néanmoins, on n'a pas, jusqu'à preuve du contraire, quelque chose qui relèverait vraiment du rituel funéraire. L'histoire du cimetière des éléphants, effectivement, un mythe d'après nos amis zoologues, c'est simplement que souvent les éléphants âgés mouraient à peu près au même endroit, proche d'un point d'eau. Donc le plus ancien actuellement, c'est Toumaï,
de son nom tchadien, où ça est l'Anthropus tchadensis, donc vers 6,5 millions d'années, avec un débat. Nos amis paléontologues se sont écharpés, continuent à s'écharper pour savoir s'il était vraiment de la lignée humaine, parce qu'il y a un fameux tibia ou fémur, dont on ne sait pas s'il prouve s'il appartenait à Toumaï et s'il prouve ou non la situation, la station debout, certains pensant que ce serait plutôt un ancêtre des gorilles, etc. Mais donc, en général, on le met plutôt dans notre famille, c'est pour ça qu'il était tout à l'heure sur la photo. Si on descend le temps, donc à partir de 5 millions d'années, on tombe sur les australopithèques, la fameuse Lucie du regretté Yves Coppens, dont vous avez dû entendre reparler, dont on a retrouvé 40% des ossements tombés d'un arbre et miraculeusement conservés parce qu'il y a une inondation. Autre miracle, le plus conservé des australopithèques, Littlefoot, qui est tombé dans une crevasse d'une grotte karstique et qui a été conservé donc dans la calcite, 98%. Donc toujours pas de rituel funéraire et des coups de chance simplement pour les paléontologues que ça a été conservé, sachant qu'on a toutes les raisons de penser que ceux qui mouraient, ils disparaissaient ensuite à l'air libre, mangés, décomposés, etc. Donc en descendant toujours le temps, à partir de 2 millions d'années, on tombe sur notre ancêtre Homo erectus, dont certains vont être les premiers à sortir d'Afrique, puisque jusque-là, tout se passe en Afrique. C'est le premier à domestiquer le feu, il y a 1 million et demi d'années. Sort d'Afrique vers 2 millions d'années, mais ils sont attestés en Europe que vers 1,2 million à peu près dans l'état actuel de nos connaissances. Donc, il domestique le feu, il fait les premiers gestes gratuits qu'on a retrouvés sur un coquillage en Indonésie, une espèce de zigzag extrêmement régulier. Et dans le nord de l'Espagne, à Atapuerca, vers 350 000 ans, un endroit où ont été déposés systématiquement dans une grotte karstique près de Burgos les individus, une trentaine d'individus au fur et à mesure de la mort. Donc ils n'ont pas été, on n'a pas creusé, les creusements ça va venir un peu après, mais ils ont été en tout cas déposés au même endroit, et on a retrouvé au milieu un biface, là, ce que vous avez en bas à gauche, en quartzite rouge, qui n'a jamais été utilisé et qu'on peut donc considérer comme la plus ancienne offrande funéraire. Et vous avez en bas un dessin d'artiste qui reconstitue, d'après ce qu'on peut dire de l'âge et du sexe de ces Homo erectus qui ont été retrouvés, qui reconstitue l'ensemble de ce groupe. Donc on est à peu près d'accord sur le fait qu'actuellement, 350 000 ans, au moment où les erectus vont commencer, qu'on appelle des fois pour leur phase récente des Homo heidelbergensis, au moment où ils vont progressivement se transformer en hommes de Néandertal, qui est vraiment acquis à partir de 300 000 ans. Donc c'est ce qu'on aurait actuellement de plus ancien. À peine plus récent, mais toujours discuté, il y a le cas de ce qu'on appelle les Homo naledi, parce qu'ils ont été trouvés dans une grotte d'Afrique du Sud dite de Rising Star, l'étoile montante, et des individus, donc à peu près 200 000 ans, des individus qui ressemblaient beaucoup à des australopithèques, si bien qu'au début on croyait qu'ils remontaient à 2-3 millions d'années, mais une fois qu'on a eu les datations, on s'est aperçu que cette petite espèce-là, en Afrique du Sud, vivait au contraire en parallèle avec les plus anciens Homo sapiens. Et donc, on a déposé là encore dans une cavité karstique, toute une série d'Homo naledi posés les uns à côté des autres. Donc il y a débat là encore entre archéologues pour savoir si ce dépôt est plutôt volontaire, ce qui est plutôt la tendance actuelle, ou au contraire si c'est une sorte de hasard qui fait qu'on a cette accumulation.
en général, il est toujours bien vu quand il y a une découverte spectaculaire de dire le contraire. Ça permet aussi, vous êtes forcément cité dans le débat. Donc, on continue à descendre, et comme je vous le disais, on arrive chez l'homme de Néandertal. Donc les Erectus quittent, certains Erectus sans doute un peu plus curieux que les autres, quittent l'Afrique il y a 2 millions d'années. Et puis, de proche en proche, à chaque fois les plus curieux allant un peu plus loin, ils atteignent donc la Chine, l'Indonésie, etc. Il y a à peu près 2 millions, à partir de 2 millions d'années. Et puis, ils vont continuer à évoluer sur place. Donc, on a des petites espèces dans les îles, l'homme de Flores dans l'île de Flores, l'homme de Luçon dans l'île de Luçon, dans les Philippines. En Asie, une espèce récemment identifiée, l'homme de Denisova, identifié grâce à la génétique. En Europe et au Proche-Orient, l'homme de Néandertal. Et puis les Erectus, qui eux, moins curieux, sont restés en Afrique, toujours à partir de 300 000 ans, deviennent des Homo sapiens. Mais ces espèces n'arrêtent pas, comme je vous l'ai dit, de se croiser entre elles, ce qui pose aussi la question de la définition des espèces, mais c'est un autre problème. Donc les Néandertaliens sont très proches de nous, certainement aptes au langage articulé comme devait l'être Erectus. On dit classiquement qu'un Néandertalien bien habillé avec un chapeau sur la tête, on ne le reconnaîtrait pas dans le métro. Ils font aussi des dessins abstraits, là, comme sur le sol de cette grotte. On a même, dans la grotte de Bruniquel, dans le sud-ouest de la France, un endroit où ils ont cassé des stalagmites, des dizaines, pour faire des espèces de structures circulaires qui n'ont aucun objet pratique connu et qui montrent aussi qu'ils pénétraient très à l'intérieur des grottes. Et donc les Néandertaliens, comme les sapiens, vont être les premiers à creuser des tombes. Ça, c'est la première tombe reconstituée au musée du petit village de la Chapelle-aux-Saints, en Corrèze. La première tombe qui a été découverte, justement par 2 abbés, 3 frères, dont 2 abbés, les frères Buissoni. Vous voyez la plaque en marbre au-dessus de la petite grotte où ils ont été identifiés. Ça, c'est une reconstitution au musée, parce que le squelette lui-même se trouve au musée de l'Homme, mais c'est la reconstitution, donc vous voyez, aussi en position fléchie, position fétale, qui va être celle qu'on va rencontrer très souvent dans toutes les périodes ultérieures, soit que le mort était enterré dans une sorte de sac, soit qu'on l'ait mis volontairement dans la position fétale. En tout cas, c'est une position qui est très attestée. Et c'est seulement à date plus récente qu'on va préférer la position allongée. Donc, ceci pour nos cousins néandertaliens. Et on arrive effectivement aux Homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi, mais en gardant à l'esprit que on a un peu de néandertaliens en nous, de même que les Asiatiques ont un peu d'hommes ou de femmes de Denisova, et qu'il y a aussi des croisements Denisova-néandertaliens. Donc à cette date, le plus ancien sapiens identifié, c'est dans le Maroc, là, au Djebel Ihoud, identifié par une équipe franco-marocaine avec notre collègue Jean-Jacques Hublin ici, donc à peu près 300 000 ans. Et on a toutes les raisons de penser, et maintenant avec la génétique on le précise, qu'effectivement les premiers sapiens sont la peau noire puisqu'ils vivent en Afrique et que ça protège du rayonnement solaire et donc des cancers de la peau, et qu'en revanche, plus vous allez remonter vers le nord, plus vous avez intérêt à ce que votre peau soit plus claire pour mieux absorber le rayonnement et les vitamines, tout ça à la faveur de la loterie génétique. Chaque enfant qui naît a un certain nombre de gènes qui peuvent être différents de ses parents, et certains favorables, certains neutres et certains défavorables. Alors, comme je vous le disais, il y a les Néandertaliens et
sapiens se sont croisés et dans les résultats encore préliminaires de la génétique, on a eu le sentiment que c'était plutôt des hommes néandertaliens avec des femmes sapiens que l'inverse, mais ça porte jusqu'à présent sur un assez petit nombre. Alors là, il y a encore débat, notamment avec la part de Jean-Jacques Hublin, pour savoir si les Néandertaliens ont eu l'idée tout seuls de creuser des tombes ou s'ils ont été influencés par les sapiens, puisque les Néandertaliens sont en Europe et au Proche-Orient à partir de 300 000 ans à peu près, et que les sapiens sortent d'Afrique certains sortent d'Afrique à partir de 200 000 ans, restent au début dans le sud de l'Eurasie, atteignent l'Australie vers 60 000 ans, mais n'arrivent en Europe que vers 40 000 ans. Mais ils sont au Proche-Orient il y a à peu près 100 000 ans. Donc pendant plusieurs dizaines de milliers d'années au Proche-Orient, vous avez coexistence entre Néandertaliens et Sapiens, et en Europe, pendant moins de 10 000 ans, entre 40 000, 30 000, et les derniers semblent disparaître vers 27 000 ans, eh bien vous aviez quand même une coexistence, donc éventuellement une influence des uns sur les autres. J'ai tendance à penser que les Néandertaliens étaient assez grands tout seuls pour avoir l'idée de creuser des tombes, ce qui permet de préserver le corps, mais aussi qui peut être l'indice de croyance dans l'au-delà. Mais tout ceci pour vous signaler qu'il y a effectivement débat. De fait, voilà deux exemples au Proche-Orient, aux alentours de 80 000, 50 000 ans. À gauche, une tombe de Néandertal en Irak, à droite, qu'a fait un sapiens en Israël, et avec le dépôt d'ossements que vous avez également ici à côté de ce jeune homme. On a déposé un crâne de bouquetin. Et celui de gauche était intéressant parce que l'étude des pollens a montré qu'il était couché sur un lit de fleurs, notamment bleues, dont certaines pouvaient avoir un usage médical, donc qui était aussi un indice de ces dépôts funéraires qui, dès les Néandertaliens, vont accompagner le mort, même si évidemment on ne sait rien des croyances de l'époque. Donc ça c'est pour le Proche-Orient, et en Afrique même, on a identifié il y a quelques mois la plus ancienne tombe africaine qui remonte à 78 000 ans au Kenya, donc la grotte d'un enfant, donc on a appelé Mtoto, qui veut dire enfant en Swahili, découvert. Donc c'est à partir de ces années-là qu'on peut parler effectivement de rituels funéraires classiques très semblables à ceux qu'on va trouver ensuite. Donc, Sapiens, si on reste cette fois en Europe, donc voilà comme on peut imaginer aussi bien leur aspect physique des plus anciens Sapiens que la façon dont ils vivaient, notamment dans le bassin parisien, grâce à des fouilles très minutieuses, et qui sont aussi les premiers à partir de 40 000 ans. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution qui continue à se faire. On évolue, nous, certainement, on continue à évoluer, sauf que nous contrarions l'évolution à cause de la médecine ou de différents objets. Avant, les myopes avaient une espérance de vie très réduite puisqu'ils rataient leur cible et ils ne voyaient pas arriver les mammouths, alors que maintenant, les myopes non seulement survivent, mais se reproduisent entre eux. Donc, le sapiens, c'est seulement à partir de 40 000 ans à peu près qu'il se met à figurer. Il y a un débat pour savoir si sapiens, si Néandertal dessinait. Donc, il y a un article qui est paru il y a 2 ans sur d'éventuelles peintures attribuables à Néandertal dans plusieurs grottes espagnoles, mais là encore, il y a débat. À mon avis, il pouvait probablement, mais en tout cas, on n'a pas de preuves certaines. Et c'est vers 40 000 ans, aussi bien en Europe occidentale comme ici en Ardèche qu'en Indonésie, qu'on commence à voir les premières représentations, ce qui a à coup sûr une forme de complexité plus grande dans
dans le fait du psychisme, puisque représenter, c'est présenter, montrer quelque chose qui n'existe plus. On va présenter essentiellement d'ailleurs des animaux pour une espèce qui vit au milieu, immergée dans la nature. Et la rupture, ça va être le néolithique, où au contraire, les humains vont prétendre dominer la nature et non plus être immergés dedans. Donc on a pour cette époque un certain nombre de vestiges ici à la frontière franco-italienne, les grottes dites de Baurus ou Balsi Rossi, donc vers 15 000 ans, et avec un débat. J'essaie à chaque fois de vous montrer là où il y a débat, parce que certains ont dit que vu le petit nombre qu'on connaisse de tombes de cette période Homo sapiens en Europe, une période qu'on appelle le Paléolithique supérieur, donc âge de la pierre ancienne supérieure, entre donc 40 000 et 10 000 ans. Comme on a un très petit nombre de tombes, certains ont émis l'hypothèse que ce serait réservé à certains individus et que donc ces petits groupes nomades de chasseurs-cueilleurs étaient déjà des sociétés qui pouvaient être inégalitaires. Donc, il y a débat et un des arguments, c'est cette tombe de Sungir en Russie où un individu est inhumé avec des enfants et avec à peu près un costume de 3000 perles en ivoire de mammouth. Donc ils prennent beaucoup de temps à faire. Donc certains ont supposé que c'était un signe de richesse. D'autres ont dit que pendant la longue nuit d'hiver, on n'avait rien d'autre à faire que de fabriquer et enfiler des perles, donc ce n'était pas forcément une preuve de richesse. Donc il y a toujours cette discussion pour savoir s'il y avait ou non des inégalités fortes, sachant que de toute façon, ce sont de petits groupes de quelques dizaines d'individus, donc là, les différences ne pouvaient pas aller très loin. Et par ailleurs, comme ils étaient nomades, les gens sont enterrés là où ils meurent, donc c'est des tombes très isolées, donc la plupart ont pu facilement être détruites par les travaux modernes sans qu'il y ait eu réellement de travaux de préservation. Donc, on arrive à la fin du Paléolithique supérieur avec des exemples, cette fois un exemple assez connu à la frontière entre le Soudan et l'Égypte, Djebel Sahaba, dans la vallée du Nil, où on a trouvé une dizaine d'individus dont certains étaient morts à coups de flèche. Et donc c'est actuellement une des preuves les plus anciennes qu'on ait de la guerre entre humains. Et donc une autre manière, à part les maladies ou les accidents, de fabriquer des morts. Cela dit, on sait que chez les chasseurs-cueilleurs, entre mâles humains, en tout cas, la guerre existait et c'est bien documenté. Par exemple, c'est les aborigènes d'Australie, qui sur un continent de 8000 km de long, n'étant que peut-être 500 000 ou 1 million, passaient quand même leur temps à se faire la guerre en petits groupes, notamment pour enlever des femmes, comme le font les Romains avec les Sabines et d'autres jusqu'à nos jours. Donc on a cet exemple-là de plus anciennes traces archéologiquement bien datées de guerre, ce qui ne veut pas dire que la violence n'existait pas avant, mais c'était plus difficile à établir, là, comme on a plusieurs dizaines de corps. Et c'est aussi à peu près cette période intermédiaire, avant l'arrivée de l'agriculture, qu'on a actuellement une des plus anciennes incinérations connues, trouvée dans la vallée de l'Aisne à Concevreux, où donc le mort a été incinéré et on a déposé un certain nombre d'objets importants, des fances de sanglier, petites canines perforées. Et c'est là que va se produire l'événement le plus important de l'histoire humaine, puisque s'il n'était pas arrivé, on ne serait pas dans cette salle, il n'y aurait pas de micro ni d'ordinateur, mais on serait dans une forêt vierge à chasser
les sangliers, et la plupart d'entre nous seraient morts puisque l'espérance de vie dépassait rarement 40 ans. Donc l'invention de l'agriculture de manière indépendante dans plusieurs régions du monde à partir de moins 10 000 ans. Pourquoi moins 10 000 ans? Parce que jusque-là, on était dans une période glaciaire et on va rentrer dans une période donc post-glaciaire, comme on dit, dans l'interglaciaire actuel. Le principe de la domestication était connu, puisque les loups avaient été domestiqués en chiens par plusieurs groupes de chasseurs-cueilleurs, mais là, il va se généraliser. Et avec le néolithique, on voit apparaître toutes sortes de rituels nouveaux. Et notamment là, ce qu'on appelle les crânes surmodelés. On récupère le crâne d'un ancêtre. Là, ce que vous voyez en haut, c'est le vrai crâne, avec des yeux en coquillage. Et on en connaît au Proche-Orient plusieurs dizaines de milliers. Voilà, en cours de fouille. Et en bas à gauche, un dessin d'artiste pour représenter la tombe d'une femme sur le site de Çatalhöyük en Turquie, qui tient entre ses bras le crâne d'une autre personne. Et ce site de Çatalhöyük est très important parce que on a retrouvé, donc, il abritait plusieurs milliers de personnes et les pièces étaient couvertes de peintures, de crânes de taureaux avec le même système de surmodelage du mufle et des espèces d'estrades sous lesquelles étaient enterrés les morts. Donc les morts étaient très souvent à l'intérieur de la maison, alors que dans les périodes beaucoup plus récentes, la mort va être considérée comme impure et on va mettre à l'extérieur. Comme chez les Grecs et les Romains, les nécropoles sont à l'extérieur. Et symétriquement, le christianisme va rapatrier les morts autour de l'église, au centre du village. Donc les morts sont à l'intérieur et font l'objet de toutes sortes de manipulations, comme on l'a vu avec le crâne. Là, sur un autre site, pas très loin, Çayönü Tepesi, dans le sud de la Turquie, ce bâtiment à gauche, avec une série de petits coffres en pierre qui ont été remplis de crânes, que vous voyez sur le cliché de droite. Donc des procédures extrêmement complexes, beaucoup plus complexes, au fur et à mesure que la société va grandir, parce que l'agriculture va faire passer en 10 000 ans, 10 000 ans c'est 5% de la durée d'Homo sapiens, en 10 000 ans, de 2 à 3 millions d'humains sur toute la planète aux 8 milliards actuels. Et maintenant, je vais me concentrer plus sur la France. Donc, le néolithique au Proche-Orient fait exploser la démographie avec une nourriture plus sécurisée avec la sédentarité. Et sur cette carte, il n'est représenté que ce qui concerne l'Europe, où entre 6500 et 4500, l'ensemble de l'Europe va être occupé par les pionniers néolithiques. Et nous tous, dans cette salle, on a un petit tiers qui descendent des chasseurs-cueilleurs européens, descendants de ceux qui ont peint Lascaux-Chauvet, une bonne moitié d'agriculteurs venus du Proche-Orient, plus un certain nombre d'autres éléments. Là, on a une crémation néolithique, donc vers 5500 en Grèce, sur ce dessin un peu schématique. Et donc, le néolithique va se répandre, comme vous venez de le voir, d'est en ouest. Et concernant le territoire français, ils vont arriver aussi bien par le sud, là c'est ce que vous avez en violet, donc arriver en Provence vers 6000 et dans le nord franchir le Rhin vers 5300 et se répandre dans le bassin parisien avec ces très grands villages dont on connaît maintenant plusieurs centaines de maisons. Les rituels funéraires, vous voyez, sont pas très différents de Néandertal, position fétale, et simplement des objets, à la fois des objets personnels, là vous avez des bracelets et puis des vases pour l'alimentation du défunt, ce qui suggère effectivement des croyances dans l'au-delà. Pardon.
une autre tombe qui a été coffrée, qui se trouve au musée des Antiquités nationales à Saint-Germain, avec exactement le même rituel. Mais on a aussi des traces de massacres, comme ici en Bavière, à Thalheim, plusieurs dizaines d'individus tués à coups de hache, qu'on voit l'impact, la forme de la hache en pierre dans le crâne, mais avec des fois des débats quand on trouve un charnier. Est-ce que c'est une guerre? Est-ce que c'est une épidémie? On a des rituels très complexes sur ce site dit de Herxheim en Allemagne, où on a les restes de plusieurs centaines de corps, mais avec des traces de cannibalisme, et où la génétique et le strontium montrent qu'une partie des personnes qui sont là viennent de très loin, et on a aussi des vases qui, de par leur décor et l'origine de leur argile, viennent ici aussi de très loin. Donc on n'a pas d'avis définitif, mais ça vous montre la complexité que peuvent atteindre certaines sociétés dans ce traitement des défunts qui n'est pas totalement expliqué. Et avec le néolithique et la population croissant toujours, c'est là qu'on va voir les premiers signes d'inégalité sociale nette, puisque sur ce cimetière de Varna en Bulgarie, 300-400 tombes, certaines tombes très pauvres et d'autres comme ce personnage à 1 kilo d'objets en or. C'est les objets les plus anciens en or, les plus anciens de l'humanité. Alors il y a aussi une question qui se pose avec ces tombes très riches, c'est que effectivement nous en tant qu'archéologues on est très contents parce que ça nous permet de comprendre la société, mais on peut penser aussi quelquefois que c'est une manière pour les vivants de se débarrasser des richesses, et que ce qui va se passer progressivement dans le temps, c'est que assez souvent les élites vont se dire qu'il vaut mieux garder les vivants, qu'il vaut se dire qu'il vaut mieux garder les richesses plutôt que de mettre dans la tombe. Un patron du CAC 40 se fait rarement enterré avec un paquet d'actions, quelques lingots d'or et sa Rolls. Donc ça, c'est quelque chose qui va se transformer dans le temps. Et c'est des réflexions qui sont menées notamment par toute une branche des ethnologues qu'on appelle l'anthropologie anarchiste au sens arché, c'est le pouvoir. Donc ces réflexions sur comment les sociétés font pour empêcher qu'il y ait de trop grandes inégalités. C'est Pierre Clastre, qui est mort prématurément à la fin des années 70, en travaillant en Amazonie, a montré tous les systèmes qu'ont les sociétés pour s'en défaire. Et par exemple, en Papouasie, eh bien, on va enterrer les hommes importants avec une grande partie de leur richesse qu'on va en plus casser, notamment les dents de cochon, qui ont une très grande valeur, pour qu'elles ne puissent pas être réutilisées. Donc c'est aussi une question qui va se poser, sachant aussi que dans certaines croyances, on va enterrer le mort avec rien du tout. Dans le catholicisme, quand on est au 16e, 17e, on dépose encore des objets, mais dans le protestantisme, quand on fouille un cimetière protestant, quand on a de la chance, on trouve juste l'épingle qui fermait le suaire. Donc le mort est nu et juste avec une épingle et rien d'autre, parce que sinon il y a un côté païen et de culte du corps. De même, les papes se font enterrer entre 4 planches, où les rois d'Arabie saoudite aussi se font enterrer sans aucun signe extérieur de richesse. Mais heureusement pour nous, en général quand même, au moins pour les sociétés anciennes, ça marche. Alors, autre marque de puissance, ça va être d'enterrer les morts sous des dolmens, donc qui sont des chambres funéraires. C'est le principe des pyramides. Une chambre funéraire recouverte d'un gros tas de terre et de pierre qui à la fois signifie la puissance du défunt et son importance, et le protège. Et c'est aussi la période où on va trouver de plus en plus de signes de guerre, où les villages au début ouverts vont maintenant se fortifier, et où on va trouver
des traces justement de gens jetés. Là, on est à l'intérieur d'un habitat, c'est des corps assez massacrés, donc c'est pas un charnier entier comme tout à l'heure, mais c'est des gens qui ont été maltraités, torturés, jetés dans une espèce de silo à grains. Et cette exaltation de la guerre va se retrouver aussi bien sur ce qu'on appelle des statues menhirs, qui représentent le chef en armes, ce qui est un mode de représentation complètement nouveau et qui n'existait pas auparavant, où là, sur les gravures rupestres, personnage barbu qui brandit des poignards. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette période des grands dolmens imposants réservés à quelques-uns, elle dure quelques siècles, et puis aux alentours de 3500, elle disparaît. Elle est remplacée, au contraire, par des monuments beaucoup moins spectaculaires, mais où on va enterrer beaucoup plus de gens. Vous voyez un exemple d'une fouille très minutieuse en Picardie, où on a des dizaines de corps déposés un peu comme à Atapuerca, les uns après les autres, hein, et sans aucun signe de richesse. Donc, ce qu'on peut interpréter comme des moments de montée et de redescente sur ce schéma, si vous avez la complexité sociale des chasseurs-cueilleurs aux empires, et en bas, vous avez le temps, moins 4000, moins 2000, 0, plus 2000. Dans chaque région du monde, on assiste régulièrement à ces montées et à ces descentes, ce qu'on pourrait penser comme à des révolutions, entre guillemets. J'ai d'ailleurs dans ouvrage collectif qui s'appelle Une histoire globale des révolutions, qui sera présenté dimanche après-midi. J'ai fait la partie justement sur ce qu'on peut dire sur les révolutions préhistoriques. Et le personnage que vous avez vu tout à l'heure, là aussi, eh bien, d'une part, la génétique, au début il était blanc, mais maintenant la génétique montre qu'il avait encore la peau sombre. Et ce qui est intéressant, c'est c'est la plus ancienne peau connue des ossements. Vous avez vu qu'il y en a de très anciens, mais c'est la plus ancienne peau, et elle est tatouée. Et il est mort d'une flèche dans le dos, ce qui est aussi une illustration de ce que pouvait être la violence à cette époque, tirée dans le dos à plus de 3000 mètres d'altitude. Et on va retrouver ça également dans les rapports de couple, puisque là, ce qu'on appelle la tombe de la veuve en Italie, vers moins 4000, vous avez un personnage central enterré avec toutes sortes de richesses, et puis à côté, un personnage féminin avec la tête écrasée d'un coup de pierre, donc soit esclave, soit épouse aimante, mais en tout cas, le fait que vous avez association masculin-féminin dans la tombe. On a un autre exemple en Savoie, où là, dans ces petites tombes en coffre, il y a parfois, où il y en a plusieurs dizaines, parfois un seul squelette, parfois plusieurs, et dans certains cas, un homme et une femme, l'un contre l'autre, sans trace de blessure. Et donc, et là, au contraire, plus sympathique, ce qu'on appelle les amants, où on va les trouver les uns à côté des autres. Donc, d'autres exemples de ces massacres. Grâce au métal, on arrive à se tuer de beaucoup plus près, de manière beaucoup plus efficace, et on n'arrêtera pas. Et toujours dans ces mouvements de montée et de descente, on va trouver des moments de grande richesse, comme vers moins 500, la tombe de Vix, dont vous avez entendu parler. Donc toutes ces tombes princières du début, du milieu de la période gauloise, et d'autres périodes, au contraire, où ça va redescendre. Illustration de la guerre. Autre exemple de cavaliers et de chevaux, enterrés les uns avec les autres, là près de Clermont-Ferrand. Une autre approche que j'ai pas du tout le temps de développer, l'étude des mythes les uns par rapport aux autres, qu'on va comparer les uns par rapport aux autres, permet de penser, mais il y a une conférence de Julien Duy là-dessus, et qui travaille sur le fait qu'en regardant les mythes de toutes les périodes, on pourrait remonter à des mythes ancestraux.
Et donc, je voudrais enfin, en conclusion, montrer qu'on trouve l'archéologie sert aussi à étudier les morts récents, comme à Srebrenica, 8000 assassinés, et on a pu, grâce à l'ADN, leur donner des sépultures convenables, que des artistes se sont inspirés aussi de l'enterrement, comme ici Daniel Spuri, qui enterre tout un déjeuner. Et toute une série d'artistes se posent la question, effectivement, d'une approche archéologique. Qu'est-ce qui restera de nos vestiges? Où là, par exemple, l'artiste Sophie Kahl, dans ce parc de sculptures, pardon, le truc va plus vite que moi. Ce parc de sculptures, il y a une tombe avec une fente où on peut confier ses secrets dans la tombe, et elle fait actuellement une exposition à Paris centrée sur la mort. Voilà, merci de votre attention. Alors, vous avez, il nous reste 3-4 minutes, tout juste, si vous voulez poser une ou deux questions, n'hésitez pas. Il y a des 2 micros qui circulent normalement. Non, tout le monde est content? Bonjour, merci pour votre brillant exposé. J'avais une simple question sur les gènes de Néandertal chez Sapiens. Vous avez dit 4%, c'est ce qu'on entend effectivement souvent, mais est-ce que ce sont les mêmes, toujours les mêmes, ou bien est-ce que c'est absolument aléatoire? Non, c'est pas toujours les mêmes, et on ne sait pas forcément leurs conséquences. Il y a un débat actuellement de savoir si la susceptibilité au Covid n'est pas liée justement à un héritage néandertalien. On n'en est qu'au début. Mais c'est pas à chaque fois la même chose. C'est distribué, il y a au moins 30%, mais qui est distribué, et il y a encore beaucoup de progrès à faire. Une ultime question. Ce n'est pas exactement une question, c'est simplement une remarque. En vous posant une question plus personnelle, en vous écoutant, on a l'impression que la brutalité humaine, la guerre existe depuis extrêmement longtemps. En plus, le métal, vous l'avez dit, qui amplifie cette brutalité. Quand on a travaillé comme vous, est-ce qu'on est plutôt optimiste sur nos sociétés humaines en se disant, avec du recul, finalement, rien ne change? Je suis plutôt optimiste par nature, et sur Homo sapiens en général, parce que c'est une espèce invasive extraordinairement adaptative qui a été capable d'éliminer toutes les autres espèces humaines et qui est en train d'éliminer une grande partie de la biosphère. Donc je ne suis pas du tout inquiet pour sa survie, même si avec le réchauffement actuel, il y aura certainement des conflits très violents. Mais comme ils étaient 50 000 ou 100 000 au départ, tant qu'il en restera 50 000 sur 8 ou 10 milliards, on pourra recommencer comme avant. Mon seul sujet d'inquiétude, c'est qu'à partir de 800 millions d'années, le Soleil va petit à petit avaler les planètes, et que là, si on n'a pas sorti du système solaire, eh ben, il faut être vraiment pessimiste.